Donc, la présentation d'aujourd'hui traite du carbone. Donc, quelques outils pour vous permettre de bien comprendre ce que c'est que la compensation carbone et surtout comment le secteur agricole est impliqué dans ce grand domaine de la compensation carbone. La présentation que je vous fais aujourd'hui, ce webinaire, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail de documentation, de recherche, de consultation, de synthèse sur donc tout ce qui touche le carbone en lien avec le secteur agricole, et toute cette information a été colligée dans 3 fiches synthèse. Donc actuellement, 2 fiches synthèse sont disponibles sur le site web du CERFO, puis vous aurez un lien en fin de présentation pour les télécharger. Une première fiche synthèse qui traite des marchés du carbone et du secteur de l'agriculture, et une deuxième fiche qui traite du marché volontaire du carbone et qui explique plus spécifiquement quelles démarches suivre pour participer au marché volontaire, et qui vous présente aussi quelques programmes accessibles pour les entreprises agricoles. Donc, toute l'information que je vous présente aujourd'hui, elle est tirée, extraite de ces fiches synthèse, et évidemment, les fiches synthèse sont plus complètes. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter ces fiches à la fin de la présentation pour en savoir plus ou pour peut-être mieux comprendre certains éléments sur lesquels je suis passée un petit peu rapidement. Et puis, il y a une troisième fiche qui va être disponible sous peu, qui va traiter davantage des opportunités de réduction et d'absorption des émissions de GES. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de fermer votre micro. Voilà, merci. Donc, il y a une troisième fiche qui va être disponible sous peu dans les prochaines semaines, et qui va se concentrer davantage sur les opportunités de réduction et d'absorption des émissions dans les entreprises agricoles. Donc, elle sera disponible sur le site web du CERFO très bientôt. Je tiens à remercier plusieurs organisations et personnes qui ont contribué à la réalisation de ces fiches, puis qui ont fait partie du comité de révision. Donc, il y avait le MAPAC, des personnes du MAPAC, du ministère de l'Environnement, Nathan Debesse, qui est un spécialiste des questions du carbone, André Vézina, spécialiste en agroforesterie, Marie-Christine Gauvreau de Fertior, une agronome, et Vincent Gautré-Guyennet, un de mes collègues. C'est aussi un projet qui a reçu un financement conjoint du gouvernement du Canada et du Québec via le programme Service Conseil, qui est mis en œuvre en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, je remercie cet organisme subventionnaire. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu lorsqu'on a fait circuler l'annonce du webinaire, donc je vais vous présenter une petite introduction. Il était question qu'on parle des réductions des émissions et de séquestration du carbone à l'échelle des entreprises agricoles. Ça devait être la partie 1 du webinaire, et la deuxième partie devait se concentrer sur la compensation du carbone. Comme la fiche sur les réductions et la séquestration du carbone n'est pas terminée, cette partie ne fera pas l'objet du webinaire. Mais vous allez voir, la compensation carbone, c'est quand même un monde assez complexe, et il y a vraiment beaucoup d'informations à aller chercher. Donc, je me concentre aujourd'hui sur la compensation du carbone. Une introduction rapide. Les changements climatiques sont une réalité, plus personne ne peut le nier. Vous le voyez ici, on observe une hausse des températures depuis le début de l'ère pré-industrielle. Cette augmentation qu'on espère ne pas dépasser à 1,5 degré. En lien avec cette augmentation de température, on a observé une augmentation du CO2 depuis les premières mesures qui ont été faites en 1960, qui est extrêmement importante. Là, la concentration de CO2 est passée de 320 à 400 ppm dans l'atmosphère. Donc, les changements climatiques, on a des preuves tangibles. On observe une augmentation de la température liée à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En lien avec ce constat, en 2015, il y a eu la conférence de Paris sur le climat, la COP 21, et les gouvernements qui étaient réunis se sont fixé la cible de limiter la hausse de la température à 1,5 degré, et le Canada était présent et a signé finalement cette affirmation. Donc, le Canada a l'objectif de limiter la hausse de température à 1,5 degré du niveau pré-industriel.
quand on se donne ce genre de cible, il faut mettre en place des moyens en lien avec cette cible de limitation de la température, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait réduire ses émissions de 37,5 degrés d'ici 2030 par rapport à 1990. Le gouvernement du Canada a aussi annoncé des cibles de réduction qui sont cohérentes, qui sont à peu près les mêmes, là, de 40 à 45% d'ici 2030 par rapport aux émissions de 2005. Et les deux gouvernements ont aussi annoncé qu'ils souhaitaient tendre vers la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ce sont les cibles que les gouvernements se sont fixées pour tenter de réduire la température à 1,5 degré, l'augmentation de température à 1,5 degré. Le secteur agricole, c'est un secteur émetteur au Québec. Si on regarde l'inventaire québécois de 2019, vous voyez que il y a des secteurs qui sont beaucoup plus émetteurs comme les transports et les industries, mais il y a quand même plus de 9% des émissions du Québec qui proviennent du secteur agricole. Donc, le secteur agricole a sa part à remplir et il doit contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans l'objectif d'atteindre la carboneutralité en 2050. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de la compensation carbone. Et je suis désolée, mais il y a encore une personne qui a son micro ouvert, donc je vous demanderai de le fermer, s'il vous plaît. La partie sur la compensation carbone va se dérouler ainsi. Je vais tout d'abord vous présenter quelques concepts clés. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de compensation carbone? Qu'est-ce que c'est qu'un crédit carbone? Ce sont des notions de base qui vont vous permettre de bien comprendre le reste. Ensuite, je vais vous parler des marchés du carbone. Il y a deux marchés. Il y a le marché réglementé et le marché volontaire. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer comment ils fonctionnent. En troisième point, on va parler de démarche compensatoire. Donc, pour une entreprise, agricole ou non, qui souhaite, ou en fait une entreprise ou plutôt une organisation qui souhaite réaliser un projet de compensation carbone, ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Vous allez voir, c'est quand même une grande aventure. Et enfin, on va finir en passant en revue finalement les opportunités actuelles pour les entreprises agricoles. Si vous souhaitez participer au marché du carbone, où est-ce que vers qui vous pouvez vous diriger? Donc, il y a des règlements du gouvernement, il y a des programmes, il y a des projets agrégés. Là, vous allez comprendre de quoi je parle dans le fil de la présentation. Mais donc, vous allez voir qu'il y a déjà des occasions. Là, si demain, vous êtes partant, vous souhaitez vous lancer dans un projet de compensation carbone, vous avez déjà quelques portes auxquelles frapper, puis je vais vous les présenter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet de compensation carbone? Un projet de compensation carbone, c'est un ensemble d'activités qui permettent de réaliser des réductions nettes d'émissions de GES ou une augmentation nette d'absorption de GES lorsqu'on les compare aux pratiques courantes. Puis ça, c'est bien important de dire qu'on compare des activités par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc, dans le cas d'un projet d'émission, vous avez ici ce qu'on appelle le cours normal des affaires ou le scénario de référence, c'est-à-dire les pratiques courantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mettons, dans une entreprise agricole? Comment est-ce qu'on entrepose le lisier? On le met dans une fosse, puis la fosse, tout le temps que le lisier est dans la fosse, il émet du méthane dans l'atmosphère. Ça, c'est le scénario du cours normal des affaires. Une entreprise porcine qui souhaite faire un projet compensatoire, elle peut mettre en place des mesures pour réduire ses émissions au moment de l'entreposage du fumier, par exemple, de participer à un projet de biométhanisation. Donc, le projet de biométhanisation, lui, va permettre de réduire les émissions. C'est un projet nouveau qui permet une réduction des émissions et c'est donc dans ce contexte qu'on appelle ça un projet de compensation carbone. Si on regarde le scénario plutôt d'absorption, je viens de vous parler du scénario de réduction d'émissions, mais on peut aussi absorber du CO2. Donc, on a notre scénario de référence qui réalise une partie des absorptions, mais on peut faire un projet compensatoire qui, lui, réalise davantage d'absorption. Puis, encore une fois, c'est le différentiel net entre ce qui est réalisé par le projet compensatoire et les pratiques courantes. Un exemple, ça serait une friche agricole improductive
qui n'est pas cultivée, qui est laissée à l'abandon par une entreprise agricole, puis qui se fait coloniser tranquillement, mais surtout par de la végétation herbacée. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc oui, il y a un petit peu de séquestration de carbone par la végétation en place, mais c'est surtout de la végétation herbacée. Donc le bilan de séquestration est quand même assez limité. Et puis, l'entreprise agricole décide de réaliser une plantation d'arbres adapté à ce milieu. Là, mettons, si on est sur un milieu plus humide, qui n'est pas cultivé parce qu'il est très humide, on peut choisir des espèces comme l'érable argenté, comme le mélèze, qui sont adaptées à des conditions humides. En réalisant une plantation d'arbres sur cette friche, on peut imaginer que sur un horizon de 100 ans, la friche va séquestrer beaucoup plus de carbone quand elle va être plantée que quand elle était restée sous un niveau de strate herbacée. Et à ce moment-là, cette activité de plantation et d'absorption des gaz à effet de serre constitue un projet compensatoire parce qu'on a un différentiel net par rapport aux pratiques courantes. Et en fait, c'est les quantités qui sont réduites par rapport au projet de référence ou les quantités qui sont de CO2 qui sont séquestrées en comparaison avec les pratiques courantes qui constituent des crédits carbone et qui vont pouvoir être éventuellement vendus sur un des marchés. Donc, un crédit carbone, c'est quoi? En lien avec ce que je viens de vous expliquer, eh bien, c'est la réduction ou l'évitement d'émissions d'une tonne d'équivalent CO2. Donc là, c'est vraiment quantifié en tonnes. Tout à l'heure, je vous ai parlé plus de concepts, mais là, le crédit, c'est une tonne d'équivalent CO2 qui contrebalance une tonne qui est émise ailleurs dans l'atmosphère. Donc, prenons l'exemple, on a une industrie A qui émet 3 tonnes de CO2. Une industrie B émettait 3 tonnes de CO2, mais elle a mis en place un processus industriel qui fait qu'elle est capable de réduire ses émissions d'une tonne. Donc maintenant, elle n'en émet plus que 2. Bon, ce projet qui a permis de réduire d'une tonne les émissions de l'industrie B peut permettre de créer un crédit carbone, puisqu'on est à 1 tonne. Donc, l'industrie B peut émettre un crédit carbone qui va être éventuellement vendu à l'industrie A pour compenser une de ces tonnes qu'elle a émises. Maintenant, si on est dans l'optique d'un projet de séquestration, c'est quoi un crédit carbone? Eh bien, c'est la séquestration dans des structures biologiques, principalement donc des arbres, des végétaux, ou dans des structures géologiques, parce que de plus en plus, les recherches sont actives pour tenter de stocker du CO2 dans des couches géologiques du sous-sol. Donc, c'est la séquestration dans des structures biologiques ou géologiques, toujours d'une tonne d'équivalent CO2 et qui contrebalance une tonne qui serait émise ailleurs dans l'atmosphère. Donc, on est toujours avec notre industrie A qui émet 1 tonne de CO2. Une organisation, une industrie B, elle, a mis en place un projet de plantation qui permet de séquestrer, excusez-moi, 1 tonne d'équivalent CO2. L'industrie B crée un crédit carbone qu'elle peut vendre à l'industrie A pour contrebalancer la tonne qu'elle aurait émise. Ce qui est important, c'est que la définition des crédits carbone, elle s'applique autant au marché réglementé qu'au marché volontaire. Elle est universelle. Et si on veut résumer, finalement, les crédits carbone, ça représente finalement un instrument pour les acteurs du secteur agricole qui leur permet de participer au marché du carbone, puisqu'on est capable, avec un crédit carbone, de faire une transaction d'un émetteur de crédit vers un acheteur de crédit. Maintenant, qu'en est-il des marchés du carbone? Il y a 2 grandes approches de tarification du carbone. La première approche, c'est ce qu'on appelle les systèmes de tarification à prix fixe. C'est-à-dire que la redevance carbone, elle est fixe et elle est fixée par l'organisation. Le meilleur exemple, c'est la taxe carbone du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place une taxe carbone et il nous a déjà annoncé quel allait être le prix de vente de la taxe carbone en 2030. Donc, le prix, il est prévu d'avance, il est prévisible, il est fixé et le gouvernement a décidé finalement d'une année à l'autre d'augmenter le prix de la taxe carbone de 15 $. Mais vous comprenez bien que c'est quelque chose qui est fixé,
qui n'est pas du tout en lien avec des fluctuations de marché. La deuxième approche, ce sont les marchés, justement. Les marchés, c'est complètement différent parce qu'ils suivent l'offre et la demande. Ce qui fait que dans ce cas, la redevance carbone, elle n'est pas fixe, mais elle varie dans le temps et elle évolue en fonction des conditions du marché. Donc, elle évolue en fonction des conditions de la demande et de l'offre. Et donc, quand on parle des marchés du carbone, on est dans ce contexte-là, c'est-à-dire que le prix des crédits fluctue dans le temps en fonction de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, les marchés, ça représente une solution marchande au défi de la lutte contre les changements climatiques, puisque par les marchés, on est capable de faire des transactions de crédit qui génèrent des gains, et ces gains financiers, ce sont des incitatifs et même parfois des leviers aux investissements pour mettre en place des mesures de réduction et d'absorption de GES. Donc, finalement, ces crédits permettent de dégager des montants, puis ces montants sont investis pour réaliser des projets de réduction. Et dans ce contexte-là, ça permet de contribuer à l'atteinte des cibles du gouvernement. Je vous l'ai dit, il y a deux grands marchés au Québec qui sont accessibles aux entreprises agricoles, le marché volontaire et le marché réglementé. Donc, on va commencer par le marché volontaire. Le marché volontaire, il est mondial. Il est à travers toute la planète. Il couvre un secteur d'activité extrêmement diversifié, dont le secteur agricole. Au Québec, mais partout dans le monde aussi. Il y a de nombreux acteurs qui participent au marché volontaire et il n'y a pas de limite. Des entreprises privées peuvent participer au marché volontaire. Au Québec, la Caisse Desjardins, par exemple, est un acheteur de crédit carbone du marché volontaire. Des OBNL, des associations, des collectivités locales comme des municipalités et des particuliers, n'importe qui, vous, moi, pouvez demain acheter des crédits carbone pour compenser une partie de vos émissions domestiques. Qu'est-ce qui motive les acheteurs et les vendeurs? Tout d'abord, un point extrêmement important, puis c'est ça qui est une des grosses différences entre le marché volontaire et le marché réglementé, c'est qu'il n'y a aucune obligation réglementaire. Donc, la participation au marché volontaire, elle est vraiment volontaire comme son nom l'indique. On peut décider d'y participer à un moment donné, de se retirer. C'est vraiment à la discrétion de chacun. Un acheteur de crédit carbone sur le marché volontaire, pourquoi est-ce qu'il serait intéressé à acheter des crédits? Peut-être parce que l'organisation doit se préparer à une future réglementation, par exemple. Donc, dans ce contexte, il dit, il y a une future réglementation qui va m'obliger à réduire mes émissions ou à compenser mes émissions de moins, donc je vais acheter des crédits sur le marché. Aussi, pour répondre à des principes environnementaux, une organisation peut dire, moi, je décide d'être carboneutre, c'est une volonté, c'est une décision d'affaires, je décide d'être carboneutre, donc je vais participer au marché volontaire pour m'aider, pour aller dans la direction de la carboneutralité, acheter des crédits pour compenser une partie de mes émissions. Et puis, les vendeurs de crédits, puisque c'est une transaction entre un acheteur et un vendeur, eux, c'est pour tirer des revenus. Quand on vend, on veut chercher des revenus, tirer des revenus d'activité. Et puis, ces revenus, généralement, ils sont là pour compenser les efforts de réduction qui ont été réalisés dans l'entreprise. Sur le marché volontaire, la vente de crédit carbone est immense. Regardez, on est à plus de 1 milliard de dollars canadiens qui ont été transigés en 2021 sur le marché volontaire. Et ça correspond à près de 300 millions de tonnes équivalent CO2. À titre de comparaison, les émissions globales du Québec en 2015, le rapport des inventaires du gouvernement, c'est 84 millions de tonnes. Donc, il s'est transigé presque 3 fois et demi sur le marché volontaire mondial les émissions du Québec. Et le marché volontaire, c'est 75% des crédits vendus dans le monde. Donc, vous voyez, le marché volontaire est extrêmement présent. Et il y a juste 25% des crédits qui sont transigés via des marchés réglementés par des gouvernements. Le prix moyen en 2021, il était de 4,22 $. Donc, ce n'est pas beaucoup. Vous allez voir par rapport aux crédits vendus sur le marché réglementé. Mais la tendance est à la hausse.
Et en fait, c'est un prix moyen, mais il faut être conscient qu'il y a une grande variation de prix. C'est-à-dire qu'il y a des crédits sur le marché volontaire qui peuvent se transiger à 30 $. Ça peut aller de quelques dollars à quelques dizaines de dollars la tonne. Donc, c'est une moyenne, mais il y a quand même un grand spectre pour le prix de crédit sur le marché volontaire et même au Québec. Le marché volontaire, ben, il est constitué de tous les projets qui transigent font affaire à des méthodologies de quantification, puis il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Donc, il y a de nombreuses méthodologies qui sont utilisées pour réaliser des projets de compensation sur le marché volontaire. Il y a de nombreux programmes qui délivrent des crédits carbone. Il y a de nombreux standards de certification. Il n'y a pas d'encadrement, ce n'est pas réglementé, donc il n'y a pas d'encadrement, tout est possible. Et dans ce contexte, ben, la rigueur est variable. Je vais revenir beaucoup sur cette notion de rigueur des crédits carbone, puis c'est essentiel. Comme le marché volontaire est sans limite, ben c'est très important quand on adhère à un projet du marché volontaire ou quand on achète des crédits carbone qui sont issus du marché volontaire, ben de se renseigner pour s'assurer que nos crédits ont une rigueur élevée. Les coûts de réalisation selon des standards robustes, donc si on souhaite travailler avec un programme ou un standard de certification qui délivre des crédits fiables, puis souvent, ben, un gage de fiabilité, c'est de travailler avec un programme où il y a des vérifications qui sont faites par une tierce personne, puis c'est ça qui coûte cher, c'est la vérification récurrente qui coûte cher. Donc, les coûts de réalisation, quand on fait affaire à des standards ou des programmes rigoureux, ils sont importants. Il ne faut pas se le cacher, ils sont importants. Et souvent, ben, c'est la faisabilité financière d'un projet de compensation qui est son principal facteur limitant. Donc, il faut trouver des moyens de réduire les coûts, mais de rester dans des standards robustes. Mais vous allez voir, c'est possible. On va y revenir tout à l'heure. Là, je fais juste vous mentionner cet élément, mais ça va être approfondi un petit peu plus tard. Le marché réglementé du Québec, qu'en est-il? Il a été créé en 2013. En fait, c'est ce qu'on appelle le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, le SPED. C'est un système qui est conjoint avec la Californie. Donc, il y a une collaboration entre le Québec et la Californie via le WCI, le Western Climate Initiative. Et ce qui fait que les deux marchés du Québec et de la Californie sont compatibles. Puis vous allez voir, quand on parle de vente aux enchères, eh bien, on peut aller acheter des crédits ou des droits d'émission qui proviennent de la Californie parce que les deux marchés du Québec et de la Californie, ils sont indépendants, mais ils sont compatibles et ils permettent des transactions communes. Le marché réglementé, son objectif, c'est d'induire un comportement auprès des grands émetteurs afin d'atteindre les cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES. N'oubliez pas, hein, le Québec veut réduire de 37,5% ses émissions, le Canada de 40 à 45% de ses émissions. Donc, les marchés réglementés sont là pour inciter, en fait, obliger un changement de comportement auprès des grands émetteurs pour qu'ils réduisent leurs émissions. Dans le marché réglementé, il y a des adhérents assujettis, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des organisations qui ont l'obligation de participer au marché réglementé. Ils ne peuvent pas y couper, c'est une obligation réglementaire. Qui sont-ils? Tout d'abord, les distributeurs de carburant et de combustibles fossiles. Ceux qui distribuent plus de 200 litres par année ont l'obligation de participer au marché réglementé. L'autre groupe d'émetteurs qui doit obligatoirement participer au marché réglementé, ce sont les grands émetteurs de GES, c'est-à-dire principalement les industries, hein, qui émettent plus de 25 000 tonnes de CO2 par année. Et ce qui est quand même rassurant, c'est que ces deux groupes d'émetteurs, d'adhérents en fait assujettis, ils couvrent 80% des émissions du Québec. Donc, 80% des émissions du Québec font partie du marché réglementé. Ce qui est intéressant, c'est que comme les distributeurs font partie du marché réglementé, ils doivent donc payer une redevance carbone. Eh bien, cette redevance carbone, elle est payée, mais en fait, elle est
retransmises aux consommateurs. C'est-à-dire que quand vous payez un plein d'essence à la pompe, ce plein d'essence inclut la redevance carbone dont les distributeurs doivent s'acquitter. Donc, tous les consommateurs de carburant et de combustibles fossiles, finalement, payent la redevance que les distributeurs doivent remettre au gouvernement, y compris toutes les entreprises agricoles. Donc, toute la consommation de carburant pour le fonctionnement des machines agricoles, des combustibles pour le chauffage, le fonctionnement des bâtiments, des infrastructures, mais toutes ces dépenses-là sont sujettes finalement à la redevance carbone du marché réglementé. Il y a aussi des adhérents volontaires. Donc là, c'est vraiment à la discrétion de chaque organisation, s'ils veulent ou pas, s'ils en tirent des avantages ou pas. Et parmi ces adhérents volontaires, il y a déjà quelques entreprises agricoles du secteur bioalimentaire, dont AgroPure, Olimel, Saputo, Lactalis. Et il y a aussi les promoteurs de projets de compensation carbone. Donc, la porte est ouverte à d'autres entreprises du secteur agricole pour participer comme adhérents volontaires au marché réglementé. Comment fonctionne-t-il le marché réglementé? J'ai tenté de vous l'expliquer rapidement. C'est sûr que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le site du ministère de l'Environnement. Là, il y a beaucoup d'informations sur le fonctionnement du marché réglementé. Mais en gros, tous les adhérents assujettis, dès qu'ils émettent 1 tonne de CO2, ils doivent remettre ce qu'on appelle un droit d'émission au gouvernement. C'est une obligation. C'est une obligation légale. Donc, par exemple, on a un émetteur A, ici, qui est assujetti. Il émet, pendant une période de conformité qui est de 3 ans, toute cette quantité de tonnes d'équivalent CO2. Ben, pour toute cette quantité de tonnes de CO2 qui est déclarée et vérifiée, il y a toujours un processus de vérification très poussé, eh bien, il doit remettre autant de nombre de droits d'émission au gouvernement à la fin de sa période de conformité, c'est-à-dire qu'il a, pour une période de 3 ans, si cette quantité correspond à, mettons, 100 000 tonnes de CO2, eh bien, il doit remettre 100 000 droits d'émission. C'est une obligation à la fin des 3 ans. Comment s'y prend-il pour remettre tous ces droits d'émission? Tout d'abord, il y a des unités d'émission qui sont allouées par le gouvernement. Voyez-vous, c'est toute cette quantité-là qui est en gris. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il a démarré le marché réglementé, il a décidé que les organisations les émettrices allaient bénéficier d'unités gratuites. Ça, c'est pour, entre autres, ne pas trop pénaliser sur le plan international les grands émetteurs pour les rendre quand même compétitifs. Donc, le gouvernement, dans un premier temps, il remet des unités gratuites. Ce qui est intéressant, c'est que ces unités gratuites, elles diminuent avec le temps. C'est-à-dire que en 2015, peut-être que le gouvernement donnait, mettons que le gouvernement allouait 50 000 unités gratuites, ben, ce 50 000 diminue avec le temps, puis maintenant, on est peut-être rendu à 35 000 unités gratuites. Donc, cette quantité-là, là, mettons, j'ai figuré 4 unités gratuites, 4 droits d'émission gratuits, mais peut-être que dans 5 ans, c'est plus 4 que le gouvernement va donner, mais c'est peut-être juste 3. Donc, ça veut dire que l'industrie, en diminuant les unités gratuites, ben, on incite les émetteurs à mettre en place des moyens pour réduire leurs émissions. C'est vraiment ici le levier incitatif pour réduire les émissions, pour pas que ça leur coûte trop cher, parce que ce qui n'est pas donné comme unité gratuite, ils doivent les acheter. Donc, ils ont intérêt à diminuer leurs émissions pour en avoir moins à acheter. Deuxième moyen, c'est de réaliser des transactions entre participants. Donc là, vous voyez, vous avez un émetteur B qui, lui, a réussi à réduire ses émissions parce qu'il a intégré une nouvelle technologie moins polluante ou il a réussi à améliorer son efficacité de production. Bref, lui, ce qu'il émet, c'est juste ce qui est en gris, donc cette petite partie-là, mais il reçoit tout ça comme unité gratuite du gouvernement. Il reçoit ce qui est en gris et ce qui est en bleu. Donc, les unités gratuites bleues qu'il n'utilise pas pour son propre bilan, parce que lui, ce qu'il a
à justifier auprès du gouvernement, c'est uniquement ce qui est en gris. Donc, la partie bleue, il peut la transiger et la vendre à d'autres émetteurs qui sont intéressés. Donc, c'est ce qu'on appelle des transactions entre émetteurs et participants via le marché du carbone. Ce sont des transactions de gré à gré. Donc là, dans notre exemple, l'émetteur A avait 4 unités gratuites du gouvernement, puis il est allé acheter à l'émetteur B 2 unités gratuites supplémentaires pour compléter son bilan. Un autre moyen, c'est la fameuse vente aux enchères. Donc là, c'est plus de gré à gré entre un émetteur A et un émetteur B. Ça passe via la vente aux enchères, qui est conjointe entre la Californie et le Québec. Donc là, notre émetteur A est allé chercher 2 nouvelles unités achetées aux enchères. Et la vente aux enchères s'opère 4 fois par année, à peu près 1 fois par saison, avec la Californie. Et les prix fluctuent d'une vente aux enchères à l'autre. N'oubliez pas, c'est un marché qui est régi sur l'offre et la demande. Donc, ça se peut que les droits d'émission soient plus chers ou moins chers par rapport à la vente précédente. Globalement, le prix est à la hausse des droits d'émission. Et le dernier moyen, finalement, d'aller chercher pour l'émetteur A l'entièreté de ses droits d'émission, c'est d'acheter des crédits compensatoires. Et c'est grâce à finalement, à ce mode-là, c'est grâce aux crédits compensatoires que le secteur agricole peut participer au marché réglementé. C'est par la vente de crédits compensatoires. Donc, on a complété, là, on est allé chercher un crédit compensatoire qui doit être enregistré dans le marché conjoint Québec-Californie. Donc, on peut aller chercher des crédits compensatoires qui ont été émis par des organisations de Californie, puisque, n'oubliez pas, c'est un marché conjoint Québec-Californie. Et grâce aux crédits compensatoires, l'industrie A réussi à aller chercher, à se procurer finalement l'ensemble de ces droits d'émission nécessaires qui va lui être demandé finalement à la fin de la période de conformité pour justifier ces émissions. Les crédits compensatoires, il y a une limite. On ne peut pas avoir plus de 8% des droits d'émission en crédit compensatoire. Donc, l'objectif du marché, c'est vraiment de réduire les émissions. Donc, c'est de favoriser les transactions qui sont liées à des réductions d'émissions, mais on a quand même une petite porte pour aller chercher 8% de droits d'émission en crédit compensatoire. Ce qui fait que les crédits compensatoires du marché réglementé, ça favorise des réductions d'émissions dans d'autres secteurs d'activité que ceux qui sont ciblés par le SPID et qui sont finalement les émetteurs assujettis. Comme je l'ai dit, on peut aller chercher le secteur agricole, on peut aller chercher toutes sortes de secteurs d'activité par l'achat de crédits compensatoires. Les crédits compensatoires qui sont émis dans le cadre du marché réglementé, ils doivent provenir automatiquement de méthodologies qui sont reconnues par le WCI. Donc, des méthodologies pour des crédits générés au Québec, il faut qu'ils soient reconnus par des règlements du gouvernement du Québec ou par des méthodologies reconnues par le gouvernement de la Californie via le WCI. Donc, c'est beaucoup plus restrictif que les crédits compensatoires produits sur le marché volontaire. Ce qui fait que ça garantit une rigueur élevée, là, puisque ce sont des règlements qui sont garantis par les gouvernements. Élément quand même important, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre les deux marchés, marché volontaire et marché réglementé. Donc, on ne peut pas utiliser des crédits carbone du marché volontaire pour les utiliser comme droit d'émission au marché réglementé. Donc, ça, c'est quand même une limite importante. Pour le moment, c'est le cas. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour l'instant, on ne peut travailler qu'avec des crédits compensatoires générés dans le cadre du marché réglementé pour les émetteurs assujettis. Un crédit compensatoire du marché réglementé, voyez-vous, en 2022, il était à 21 $ à la tonne équivalent. Donc, c'est quand même beaucoup plus que les 4 $ du prix moyen des crédits carbone du marché volontaire. Et lui aussi est à la hausse. On serait rendu à la partie 3 qui va vous décrire ce que c'est qu'une démarche compensatoire.
Donc, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque là, on va parler de projets qui pourraient être réalisés par des entreprises agricoles. Donc, on réalise un projet de compensation carbone. Pourquoi est-ce qu'on fait une démarche compensatoire? Parce qu'on veut réaliser un projet de compensation carbone qui va être admissible à la délivrance de crédit carbone sur l'un des deux marchés, marché volontaire ou marché réglementé. Et puis, on veut tirer un revenu. Si on veut délivrer des crédits carbone, on veut être capable de tirer un revenu de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions ou des mesures de séquestration du carbone. Donc, l'objectif de faire une démarche compensatoire rigoureuse et de suivre toutes les étapes que je vais vous décrire, c'est vraiment, en bout de ligne, d'aller chercher des revenus par la vente des crédits carbone. Parce qu'on peut faire toutes sortes de démarches sur une entreprise pour réduire ses émissions, mais sans que ce soit comptabilisé, sans que ce soit suivi, uniquement parce qu'on sait que ces actions vont réduire les émissions à l'interne et on est satisfait de ça. Ça peut être un objectif pour répondre à nos valeurs environnementales, par exemple. Mais si on veut tirer des revenus, là, il faut suivre quand même un cadre méthodologique rigoureux et spécifique que je vais vous décrire très bientôt. Donc, l'objectif, ce qu'on veut, c'est faire des projets de compensation rigoureux et puis générer des crédits carbone qui vont être fiables. Donc, on veut que ces crédits, ils assurent réellement et complètement leur fonction de compensation. On ne veut pas générer des crédits carbone qui, en fait, sont du vent, là. Donc, dans ce contexte, il y a quelques règles. C'est ça, un crédit carbone doit suivre quelques règles, un peu des règles d'or, pour être un crédit qui réalise réellement ses fonctions de compensation. Tout d'abord, je viens de le dire, je me répète, on veut que le crédit carbone soit réel et mesurable. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que quand on vend un crédit carbone, ça correspond vraiment à la séquestration de 1 tonne de CO2 ou à la réduction d'émissions de 1 tonne de CO2. On veut que la réduction d'émissions de la séquestration soit réelle, tangible. Et il faut qu'elle soit mesurable, c'est-à-dire qu'on soit capable de mesurer les quantités de GES qui ont été réduites ou les quantités de CO2 qui ont été transformées en carbone et séquestrées dans un végétal. Donc, ça, c'est bien important. Un crédit carbone fiable, rigoureux, il est réel et mesurable. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a qu'un crédit carbone qu'on génère ou qu'on achète, là, si on est du côté du producteur de crédit ou de l'acheteur? Eh bien, il faut s'assurer que la méthodologie de quantification est fiable, scientifiquement reconnue et conservatrice. Alors, c'est quoi une méthodologie de quantification? Vous allez voir là, quand on fait une démarche compensatoire, une des étapes, c'est de planifier le projet. Puis quand on planifie le projet, il faut qu'à la fin de la planification, soit capable de dire notre projet compensatoire, quand il va être réalisé, il va permettre de séquestrer X tonnes de CO2 ou de vendre X crédits carbone. Donc, ça, c'est une des conclusions de la planification du projet. Mais pour être capable d'évaluer les quantités de CO2 qui vont être séquestrées ou qui vont être réduites, il faut suivre une méthodologie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le marché volontaire, il existe toutes sortes de méthodologies de quantification de GES. Et il y en a qui sont plus fiables que d'autres, qui sont plus solides. Donc, c'est important de choisir des méthodologies qui sont fiables, qui sont reconnues scientifiquement et conservatrices, parce qu'on ne veut pas que notre méthodologie, elle surestime les quantités de tonnes de CO2 qui vont être séquestrées, puis qu'en bout de ligne, quand on va faire les suivis sur le terrain, on va se rendre compte, on avait prévu qu'on allait séquestrer 100 000 tonnes de CO2, puis finalement, on en a juste séquestré 80 000. Ça ne marche pas. Donc, on veut toujours être conservateur. Il faut toujours prévoir moins pour être sûr de prévoir au moins ce qui va se produire. Donc, consulter la méthodologie de quantification, c'est important, puis de vérifier si elle est sérieuse, si des organismes reconnus ont contribué à la rédaction, l'ont validée, par exemple. On peut aussi consulter les rapports de vérification. Un rapport de vérification, c'est régulièrement, sur le terrain, une fois que le projet compensatoire a débuté, on va faire des suivis, puis on va vérifier que le projet
produit bien tout ce qui était prévu, produit bien tous les crédits carbone qui étaient prévus par la méthodologie de quantification. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure où est-ce que ça se situe dans le processus, mais il existe des rapports de vérification qui nous disent, bien oui, à telle date, le projet, ça fait 15 ans qu'il roule, puis entre l'année 10 et 15, voici ce qu'il a permis de réduire comme émission ou voici ce qu'il a permis de séquestrer comme carbone. Donc ça, sont les rapports de vérification, c'est des vérifications de terrain, c'est tangible, c'est des valeurs mesurées. Donc, en consultant les rapports de vérification, ça vous donne une bonne idée si votre crédit il est bien réel et mesurable. Autre propriété qui est essentielle, c'est l'additionnalité. Un crédit carbone doit être additionnel. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, quand je vous ai décrit ce que c'était qu'un projet de compensation carbone. Un crédit carbone, pour qu'il soit additionnel, il faut qu'il ne fasse pas partie des pratiques courantes. Vous vous souvenez là l'écart entre le scénario de référence qui est les pratiques courantes et le projet de compensation carbone qui est un projet nouveau qui permet une nouvelle démarche, qui permet une augmentation nette, par exemple, des absorptions? Ben, c'est ça. Il faut qu'il y ait un différentiel entre le projet compensatoire et les pratiques courantes. Quelque chose qui se fait déjà ne peut pas être admissible en crédit carbone. Il ne faut pas aussi qu'il réponde aux exigences légales. Si une entreprise a l'obligation de mettre en place des mesures pour réduire ses émissions, ben, les émissions qui vont être réduites suite à cette exigence légale ne peuvent pas être converties en crédit carbone parce que de toute façon, ça aurait lieu. L'industrie a l'obligation de le faire. Pour qu'on puisse émettre un crédit carbone, il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau et qui ne soit pas obligatoire. Et puis, il ne faut pas non plus que ça réponde à des incitatifs financiers qui existent. Si on a déjà un incitatif financier pour mettre en place des mesures de réduction ou d'absorption, ce n'est pas admissible à un crédit carbone. Donc, l'additionnalité, c'est un critère qui est quand même complexe, pas évident à évaluer et qui demande de l'expertise. Vous allez voir, quand on fait une démarche de compensation carbone, on s'associe à des organisations dont c'est le travail, qui sont habituées à le faire parce que c'est une démonstration qui doit être faite et qui est vraiment à la base d'un crédit carbone. Il faut que le crédit carbone, il faut qu'il soit unique. Ça paraît une banalité, mais il faut s'assurer que le registre dans lequel le crédit carbone va être enregistré, et qu'il n'y en ait qu'un, que le crédit carbone qu'on crée, on l'attribue à un seul registre. Si le registre est accessible au public, c'est intéressant parce qu'on peut vérifier quel est l'état du registre, puis on peut vérifier comment sont gérés les crédits dans le registre. Donc, un registre unique, mais il faut aussi que dans le registre, il y ait un seul numéro, un numéro unique. Là, vous avez l'exemple d'un registre. Bon, on a un numéro de registre qui correspond à 2,5 tonnes qui ont été émis par Stéphanie Collat, par exemple. Donc ça, un numéro unique, c'est bien important. Et il faut aussi s'assurer que le crédit n'est comptabilisé qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'inscrit dans le registre, quand le projet est planifié, le projet est réalisé, puis à un moment donné, on va délivrer le crédit et on va le vendre. Une fois que le crédit est vendu, il faut qu'il soit éteint dans le registre. Il faut qu'il ait la mention qu'il a été vendu pour ne pas qu'il soit vendu une deuxième fois. Donc ça, c'est important aussi de s'assurer que notre crédit carbone, il est unique. Un autre critère qui concerne surtout les projets de séquestration, c'est le critère de permanence. Habituellement, quand on fait un projet de séquestration, il faut que la quantité de carbone qui est séquestrée dans l'arbre, elle soit immobilisée à long terme. Et les normes internationales recommandent de considérer que c'est sur une durée de 100 ans. Donc, à partir du moment où une molécule de CO2 est absorbée par un végétal et convertie en carbone, il faut que cette molécule, elle reste pendant au moins 100 ans dans l'arbre, à partir du moment où ça a été séquestré. C'est quand même très long. Alors, il y a plusieurs moyens d'avoir une garantie que nos crédits carbone sont permanents. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une servitude de conservation ou un autre contrat qui existe par rapport à mon site de plantation qui fait en sorte que le site ne pourrait pas être converti à un autre usage? Si on a une servitude de conservation,
c'est une bonne protection parce qu'on s'assure que le propriétaire ne peut pas, dans 20 ans, décider de récolter les arbres pour en faire autre chose. Donc, on s'assure qu'il y a un contrat ou une servitude de conservation. Ça, c'est déjà une bonne garantie que notre site, notre plantation est protégée au moins des changements d'usage. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une catastrophe naturelle, un feu, un chablis, une épidémie. On a planté des arbres, il faut qu'ils restent en vie pendant 100 ans. Qu'est-ce qui se passe si une partie de la plantation passe au feu? Je veux dire, ce n'est pas une question de mauvaise foi de la part du propriétaire des crédits carbone, ça peut arriver. Donc, la façon de prévenir ce genre de situation, c'est de créer un fonds de réserve ou un fonds d'assurance. C'est-à-dire que on considère que s'il y a un risque peut-être de 20% que sur une durée de 100 ans, une partie de la plantation subisse des dommages naturels, eh bien, on ne va pas vendre tous les crédits carbone, on ne va pas mettre sur le marché tous les crédits carbone qui vont être générés par la plantation. On va en vendre juste une partie, puis on va se dire le reste, on le garde en fonds de réserve, c'est-à-dire que s'il y a un pépin, un aléa en cours de route, ben, au moins, on va mettre les crédits qui vont faire l'objet du pépin, ils seront dans le fonds de réserve, donc ils n'auront pas été attribués. Ils n'auront pas été vendus. Donc, une façon de procéder, c'est de ne pas mettre en vente tous les crédits qui ont été produits, mais d'en garder une partie qui n'est pas vendue, qui est un fonds de réserve. Puis, c'est sûr que si on a un fonds de réserve de 1 ou 2% versus un fonds de réserve de 20%, ben, ce n'est pas le même enjeu. Tout ce qu'on met en fonds de réserve, on ne peut pas le vendre. Donc, c'est des pertes de revenus potentielles. Mais en même temps, c'est ça qui va donner de la crédibilité à nos crédits carbone. Donc, c'est de trouver le bon pourcentage qui est conservateur. N'oubliez pas, il faut toujours être conservateur, mais qui ne nuit pas trop aux revenus qu'on va aller chercher. Et en fait, on fait des analyses de risque. Puis, suite à ces analyses de risque, on est capable d'évaluer que tel pourcentage est un pourcentage conservateur de fonds de réserve. Autre caractéristique d'un crédit carbone, on veut qu'il soit vérifiable. C'est bien important pour s'assurer qu'il a été produit dans les règles de l'art. Donc, pour cela, je vous ai parlé des méthodologies de quantification tout à l'heure. Les méthodologies, idéalement, c'est qu'elles soient validées par un organisme tiers indépendant. Donc, on développe un projet de compensation, on utilise une méthodologie, on s'assure que cette méthodologie, il y a un autre organisme qui confirme qu'elle est scientifiquement valable, elle est fiable, elle est conservatrice. Donc là, on a une preuve que, comme c'est une organisation externe indépendante, ça apporte une fiabilité au crédit. Pareil pour les étapes de vérification. Quand on fait un suivi sur le terrain des projets, on fait faire des vérifications avant la délivrance des crédits carbone dans certains cas. Puis, on s'assure que cette vérification, elle est aussi faite, pas par le promoteur du projet, mais par un organisme tiers indépendant. Ça donne de la crédibilité au crédit carbone. Et puis, une double crédibilité, c'est de s'assurer que les vérificateurs et les validateurs, ils sont certifiés ISO 14064-3, qui est la norme ISO qui certifie les vérificateurs et les validateurs. Donc là, on a vraiment tous les éléments en main pour s'assurer que le travail a bien été fait. Dernière caractéristique, on veut que le crédit soit transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut que toute la documentation qui a été élaborée dans le cadre du projet de compensation carbone, autant la méthodologie, autant le document de projet qui permet de prédire les quantités de carbone que le projet va séquestrer, que toutes les vérifications, tous les suivis qui sont faits, tout ça, idéalement, c'est disponible et accessible en vue d'une vérification, entre autres. Donc ça, c'est la dernière caractéristique d'un crédit carbone. Donc déjà, je vous mets la table. Produire un crédit carbone fiable, c'est quand même pas une petite affaire parce qu'il faut que notre crédit ait tous les critères que je viens de vous décrire. En plus, une démarche de compensation, c'est un processus qui est long. Vous allez voir, là, il y a quand même pas mal d'étapes. C'est un processus qui est coûteux et c'est un processus qui demande de l'expertise. Dans ce contexte, ce n'est pas très envisageable pour une entreprise agricole accompagnée de son conseiller de réaliser un projet de compensation carbone tout seul. Vous allez voir les étapes, non, ce n'est pas ce qui est recommandé.
Mais il y a la possibilité de s'associer à des projets agrégés. Un projet agrégé, c'est un regroupement de plusieurs projets de compensation individuelle. Donc, on peut prendre plusieurs projets réalisés chez plusieurs entreprises agricoles. Donc, ils sont différents au niveau géographique. Ils peuvent être même réalisés à des moments différents, à des années différentes. Et tous ces projets, bien, ils sont encadrés par un agrégateur de projets qui, lui, va prendre en main les différents projets de compensation individuelle. Donc, une option intéressante pour les entreprises agricoles, c'est de s'intégrer à un projet agrégé. Il existe aussi des programmes. Un programme, c'est un projet de compensation qui est standardisé, c'est-à-dire qu'il utilise une même pratique ou une même technique dont les impacts sont documentés. Et ça fait en sorte que les critères d'admissibilité sont simplifiés et qu'il y a un gestionnaire de programme. Donc, encore une fois, une entreprise agricole, à ce moment-là, si elle tape la porte à un programme, elle va être accompagnée tout au long du projet par le gestionnaire de programme. Puis tout à l'heure, quand je vais passer en revue les projets qui sont accessibles au Québec, je vais vous parler de projets agrégés et de programmes aussi. Alors, qu'est-ce que ça procure, un projet agrégé ou un programme? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, ça procure un encadrement et un support, ce qui fait que l'implication de l'entreprise agricole est moindre. Puis, ça procure aussi des coûts réduits parce que une partie des coûts sont communs à tous les projets compensatoires. Donc, il va y avoir une économie d'échelle. Quand on fait valider la méthodologie, par exemple, on la fait valider une fois, puis le coût est réparti sur les différents projets qui participent au projet agrégé, par exemple. Alors, ça, ce sont les grandes étapes d'une démarche compensatoire. Ce que je veux mettre en évidence sur ce grand tableau-là à 19 étapes, c'est qu'il y a des couleurs. Puis, quand c'est en bleu, ce sont les étapes qui sont finalement à la charge de l'entreprise agricole et de ce conseiller. Quand c'est en vert, là, l'entreprise agricole et le conseiller sont accompagnés de l'agrégateur de projet ou du gestionnaire de programme. Puis, en rouge, en orange et en gris, ça ne concerne pas l'entreprise agricole. C'est le programme ou l'agrégateur de projet tout seul, le programme ou l'agrégateur de projet avec le vérificateur, et en gris, c'est l'organisme qui gère le registre de crédit carbone. Donc, vous voyez que finalement, l'entreprise agricole, elle est seule très peu de temps. Là. C'est uniquement les 3 premières étapes où elle est seule. Très vite, elle est accompagnée de l'agrégateur de projet ou du gestionnaire de programme dans la démarche. Donc, c'est quand même un élément intéressant à savoir. Quelles sont les premières étapes? Dans un premier temps, l'entreprise agricole, elle doit faire l'évaluation préliminaire des émissions de GES sur son territoire. Suite à cette évaluation des émissions, il faut qu'elle identifie des activités possibles qui permettraient de réduire ces émissions ou d'absorber une partie de ces émissions. Donc, elle fait une identification sommaire des activités possibles. Et en fonction de ces activités possibles, elle va se tourner, elle va regarder les programmes qui existent, les projets qui existent, les projets agrégés, et qui répondent aux exigences de l'entreprise. Elle a plusieurs questions à se poser pour choisir son programme. Tout d'abord, quels sont les engagements de l'entreprise agricole dans la réalisation? Si elle participe à un projet agrégé ou à un programme, en quoi elle s'engage finalement? Quels sont les revenus qu'elle va pouvoir percevoir et quand est-ce qu'elle va pouvoir les percevoir? Parce que vous allez voir, on peut percevoir des revenus en début de projet ou en cours de projet. C'est différent. Et puis aussi, quelle est la fiabilité et la réputation du programme? Elle a le choix, l'entreprise, de se tourner vers un programme ou un autre. Donc, c'est intéressant d'aller chercher des projets ou des programmes qui sont les plus fiables possibles. Ensuite, elle va vérifier si les activités qu'elle avait envisagées sont admissibles au projet compensatoire. Vous vous souvenez, il faut qu'elle vérifie si les activités qu'elle avait envisagées sont vraiment additionnelles. Et ça, elle le fait avec l'agrégateur de projet ou le gestionnaire de programme. Elle n'est pas toute seule. Il faut vérifier aussi si les activités envisagées sont faisables techniquement. Est-ce que c'est réalisable? Et financièrement, est-ce que les coûts vont être supportables, vont pouvoir être supportés par l'entreprise versus les revenus de crédit carbone que l'entreprise va pouvoir dégager? Une fois que les activités sont admissibles et que l'entreprise est donc éligible, bien, l'entreprise adhère au programme
ou au projet agrégé. Et à ce moment-là, commence l'étape 6 de planification du projet compensatoire. Vous vous souvenez, je vous en ai glissé un petit mot tout à l'heure, quand on planifie le projet, bien, la planification du projet, c'est de faire le tour de toutes les activités qu'on va réaliser, puis d'évaluer combien de tonnes de CO2 on va pouvoir réduire ou combien de tonnes de CO2 on va pouvoir séquestrer via le projet. Puis l'objectif de la planification, c'est d'arriver à la fin au nombre de crédits carbone qui vont pouvoir être délivrés en cours de projet. Donc, l'étape de planification, ça repose sur une méthodologie de quantification. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on fait partie d'un projet agrégé ou d'un programme, la méthodologie, elle existe déjà. Hein? Donc, on n'a pas à développer une nouvelle méthodologie. C'est le programme ou le projet agrégé qui va développer la méthodologie. Dans le cadre de cette étape, on compare les deux scénarios, le scénario de projet avec les nouvelles activités et le scénario de référence. Vous vous souvenez, hein, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure où on voit le différentiel entre le projet et le scénario de référence ou le cours normal des affaires. Puis, suite à cette comparaison, on aboutit à une estimation des tonnes de CO2 qui vont être réduites ou séquestrées. Et c'est cette donnée-là, cette quantité de tonnes qui va être inscrite au registre du programme ou du projet, donc à l'étape 6. Une fois qu'ils sont inscrits, le projet peut démarrer. On est rendu ici, étape 8, mise en œuvre du projet. Donc, mettons que ce soit un projet de plantation. Je parle quand même beaucoup des projets de plantation parce que vous allez voir qu'actuellement, pour le secteur agricole du Québec, c'est la principale opportunité que vous avez comme entreprise agricole de réaliser des projets de compensation carbone. Donc, le projet est mis en œuvre. On réalise la plantation qui était planifiée. Puis là, on a deux scénarios possibles. Un premier scénario qui est ici, là, dans les boîtes grises, que je vais vous détailler. Dans ce scénario-là, on peut, dès la mise en œuvre du projet, ou très prochainement, après le démarrage du projet, on peut déjà demander la délivrance des crédits carbone au registre. Et on peut déjà vendre les crédits carbone. Donc, très rapidement, après le démarrage du projet, on peut demander la délivrance, délivrer les crédits carbone et vendre les crédits carbone. C'est ce qu'on appelle des crédits ex ante. Ça veut dire qu'on vend des crédits, puisqu'on est en démarrage de projet, notre plantation, elle n'a pas encore vraiment commencé à séquestrer du carbone. Nos petits plants là, qui sortent de pots de 1 gallon, ils ne sont pas gros. Mais on peut déjà vendre des crédits carbone sur une projection, de séquestration qui aura lieu dans 100 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle des crédits ex ante. Puis, je vais vous expliquer, je vais revenir tout à l'heure dans les prochaines diapos sur vraiment la différence entre ex ante et ex post. C'est deux types de crédits. Donc, si vous ne comprenez pas à ce stade-là, ne vous inquiétez pas, j'ai deux autres diapos qui vont vous aider à mieux comprendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certains projets où le projet à peine débuté, on peut déjà vendre des crédits avant même que la séquestration ait réellement eu lieu. L'autre option, c'est on réalise le projet a lieu, on surveille et une fois que la séquestration a commencé à avoir lieu, on fait faire des vérifications sur le terrain. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire, mettons, on a planté, on pourrait estimer 20 ans plus tard, 20 ans après la plantation, on fait venir un vérificateur, puis on lui demande de vérifier nos données. On a fait un suivi sur le terrain, on a identifié que notre plantation de 20 ans, elle permet de produire tant de tonnes de CO2 et on demande au vérificateur d'approuver nos données de suivi suite aux mesures terrain qui auront été faites. Idéalement, on fait faire la vérification par une organisation indépendante et accréditée. Et puis, parce que ça permet un projet plus rigoureux, puis des crédits carbone plus élevés. Puis, suite à cette vérification, à ce moment-là, on peut demander la délivrance des crédits carbone suite à la vérification. Mais à ce moment-là, c'est une délivrance de crédits carbone sur la base de séquestration réelle parce que le projet, il a évolué. Puis, c'est ce qu'on a mesuré sur le terrain qu'on va convertir en crédit carbone et qu'on va vendre à ce moment-là. Donc, on est dans ce contexte avec des crédits ex post, c'est-à-dire qu'on vend des crédits carbone
des crédits carbone qui sont vendus après la réalisation de la séquestration du carbone ou après la réalisation de la réduction des émissions. Donc, si je résume la différence entre les deux scénarios, là, les scénarios qui mènent à des crédits ex ante, puis les scénarios qui mènent à des crédits ex post, là, vous avez une ligne de temps. On planifie le projet, on le met en œuvre, puis très tôt après la mise en œuvre, même des fois, c'est réalisé avant la mise en œuvre, on demande la délivrance de crédits carbone. À ce moment-là, on les appelle ex ante. Le projet a lieu, les arbres poussent. Oh, on est rendu 20 ans après, on veut faire un suivi, on veut savoir c'est quoi l'état de notre projet, c'est quoi les quantités de carbone qui ont vraiment été séquestrées. On fait vérifier nos données là, de suivi pour s'assurer que notre méthodologie est fiable, scientifiquement reconnue. Et à ce moment-là, on peut aussi décider, si on n'a pas fait de délivrance, évidemment, à ce moment-là, là, c'est l'un ou l'autre, si on n'a pas fait de délivrance au moment de la mise en œuvre, ben, on peut faire une délivrance après vérification, donc après certitude des quantités de carbone qui ont été séquestrées. Et à ce moment-là, ce sont des crédits ex post. Donc, des crédits ex ante sont des crédits où on demande la délivrance sur la base d'une projection de séquestration du carbone. Donc, c'est une projection et la séquestration, elle n'a pas encore lieu. Elle n'a pas été réalisée. Des crédits ex post, on demande la délivrance, mais sur la base d'une séquestration réelle, parce que notre projet, il a eu lieu, et en plus, elle a été vérifiée. Donc, réelle et vérifiée. Donc, vous voyez, on a deux familles de crédits carbone qui ont des propriétés quand même assez différentes. Les crédits ex ante, pour l'entreprise agricole qui produit des crédits carbone, c'est quoi ses avantages? C'est qu'elle bénéficie d'un revenu très tôt. Hein. On vient de planter, puis on a déjà des revenus de crédit carbone. C'est quand même très avantageux. Par contre, il y a des risques. Il faut être conscient des risques. C'est qu'on vend des crédits, mais si au moment de la vérification, parce qu'on va quand même faire une vérification du projet, si au moment de la vérification, on se rend compte que, oups, on avait vendu 100 crédits, puis finalement, notre projet, il permet juste de produire 80 tonnes. Donc, on a surestimé de 20 crédits. On a vendu 100, mais on peut juste justifier 80 crédits. L'entreprise va devoir à ce moment-là compenser financièrement les crédits qu'elle aura vendus et qui n'auront pas été réels. Pour l'acheteur de crédit, quand on a des crédits ex ante, les risques sont plus élevés parce que là, on achète des crédits sur une promesse de séquestration. On n'est pas dans une séquestration réelle. Mais n'oubliez pas, il y a quand même des mesures qui peuvent réduire ces risques. Vous vous souvenez, si on se rend compte, si en consultant la méthodologie, on voit qu'il y a un contrat qui régit l'utilisation des sites et qui garantit que la plantation va rester sur pied pendant longtemps. Dans la méthodologie, il y a aussi mention des fonds de réserve. Donc, si on se rend compte que notre programme ou notre projet agrégé a des fonds de réserve importants, ça aussi, c'est rassurant. On se dit, OK, on achète une promesse de séquestration, mais il y a des mesures qui ont été mises en place pour être conservateur, puis pour augmenter les probabilités que la séquestration prédite soit réelle. Donc, c'est rassurant. Quand on produit des crédits ex post, pour l'entreprise agricole, c'est sûr que les revenus, ils arrivent tard. Hein. Ils arrivent après la première vérification. Donc, surtout quand on fait une plantation, ça prend du temps pour que le carbone soit séquestré. Donc, les revenus arrivent plus tard que si on est dans des crédits ex ante. Donc, ça, c'est un peu un inconvénient. Pour l'acheteur, c'est sûr que on a la garantie qu'on a des crédits qui sont réels et mesurables, hein, parce qu'on a une séquestration réelle. Donc, pour l'acheteur, c'est bien plus confortable d'acheter des crédits ex post. Donc, ça fait le tour des crédits ex post et ex ante. J'espère que je ne vous ai pas trop mêlé. Sur les fiches techniques, c'est quand même bien expliqué aussi. Donc, si vous avez encore des petits doutes, vous pourrez consulter les fiches pour mieux comprendre. Le principal frein d'une démarche compensatoire, c'est quand même les coûts élevés. Là, même si on est en contexte de projet agrégé ou de programme, il y a quand même des coûts importants. Puis c'est surtout la vérification périodique qui est un coût important. Et puis, les opportunités de séquestration ou de réduction des émissions à l'échelle d'une entreprise agricole, elles sont quand même relativement limitées. Donc, les opportunités de revenus
des coûts élevés puis des revenus pas si importants. Donc, encore une fois, c'est souvent la rentabilité financière des projets qui est précaire puis qui pourrait faire en sorte qu'on décide de ne pas participer à une démarche compensatoire. C'est quand même un frein important. Un petit mot sur la carboneutralité. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Il y a plusieurs fédérations qui se sont annoncées viser la carboneutralité, comme les producteurs de grains, les producteurs laitiers. Donc, c'est quoi la carboneutralité? La carboneutralité, quand une organisation, un pays, une entreprise vise la carboneutralité, c'est qu'elle vise à avoir un bilan d'émissions nul. Donc, d'avoir un bilan sur une année. On fait le bilan de nos émissions, puis on se rend compte que si on est capable de réduire, donc comment on peut avoir un bilan nul? Tout d'abord, en réduisant nos émissions par des modifications technologiques, on réalise des activités qui sont moins émettrices, donc on réduit à la source les émissions, puis on ne peut pas réduire à zéro, on va toujours émettre comme entreprise, comme organisation, comme pays, on va toujours avoir une partie des émissions qui ne pourront pas être réduites à la source. Donc, comment est-ce qu'on fait? On compense les émissions qui n'ont pas pu être réduites. Donc, la carboneutralité, c'est qu'on prend nos émissions, on essaye de réduire toutes celles qu'on peut, puis celles qu'on n'a pas pu réduire, on les compense, soit par la séquestration de carbone ou par l'achat de crédits carbone qui auront été produits par une autre organisation. Puis, on veut arriver à un bilan nul. Donc, c'est ça la carboneutralité. Ce qui est important, ce qui est essentiel en fait à comprendre, c'est que quand on fait des efforts de réduction, ils ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois. Vous vous souvenez, un crédit carbone, il faut qu'il soit unique. Ce qui fait que quand une entreprise réalise des réductions à la source, elle doit choisir. Soit elle décide de vendre ces réductions à la source en crédit carbone, donc elle réalise un projet compensatoire au bout duquel elle génère des crédits carbone qui vont être vendus et qui vont être achetés par une autre entreprise qui va les acheter pour compenser ses propres émissions, ou ces efforts de réduction, elle se les garde à l'interne pour compenser ses émissions. Vous vous souvenez le volet compensation dans la carboneutralité, là? Une entreprise qui fait des plantations, puis par ces plantations, elle est capable de générer X tonnes de CO2 séquestrées, elle peut garder ces quantités séquestrées pour son propre bilan à l'interne et pour compenser une partie des émissions qu'elle n'aura pas pu réduire. Donc, c'est bien important. Quand une entreprise décide d'être carboneutre, elle va aller chercher tout ce qu'elle peut pour compenser ses émissions, pour éviter d'aller acheter trop de crédits carbone. Donc, elle va utiliser ces compensations à l'interne. Mais à ce moment-là, elle ne peut plus les vendre sur le marché volontaire ou sur le marché réglementé. Ces réductions ou ces tonnes séquestrées, elles sont utilisées à l'interne et non pas en vente sur le marché du carbone volontaire ou réglementé. C'est bien important. Pour finir, je vais vous présenter quelques exemples qui sont donc disponibles pour les entreprises agricoles. Au marché réglementé, actuellement, il n'y a qu'un seul règlement qui est disponible pour une entreprise agricole qui veut participer au marché réglementé. Le gouvernement a la volonté d'augmenter l'offre des crédits compensatoires, en particulier dans le secteur agricole. Donc, il y a des projets de règlement qui sont en cours. Et vous allez voir, ça bouge vite. Donc, il faut être alerte. Puis, ça se peut que dans un an, il y ait un autre règlement qui soit disponible pour les entreprises agricoles qui veulent participer au marché réglementé. Il y a un premier protocole qui est vieux sur le recouvrement des faux salisiers. Ce protocole, il a été reconnu. Il serait théoriquement applicable, il est encore dans les textes réglementés du gouvernement, mais il n'a jamais été utilisé car il y a des enjeux opérationnels qui font que ça ne fonctionne pas au Québec. C'est un protocole qui a été qui a été copié de la Californie, mais qui ne s'applique pas dans le contexte du Québec. Donc, il existe théoriquement, mais actuellement, aucun projet de recouvrement des faux salisiers ne peut être réalisé en suivant ce protocole pour la vente de crédit carbone. Par contre, il y a le règlement qui vise la séquestration du carbone par boisement ou reboisement sur terre privée. Et ce règlement, il est disponible depuis le 13 décembre 2022. Donc, ça fait un mois qu'il est disponible pour les entreprises agricoles. C'est tout récent.
C'est un protocole qui était attendu depuis très longtemps. Je crois que les premières démarches ont été faites en 2009. C'est sous réserve là, de l'année, mais ça fait au moins 10 ans qu'on entend parler d'un projet de protocole et là, il est sorti. Alors, quels sont les projets admissibles? Ce sont des projets de boisement sur des terres privées qui ne sont pas à vocation forestière ou des projets de reboisement sur des terres forestières. Donc, nous, on est plus dans la première situation là, quand on parle d'une entreprise agricole. Donc, il s'agit de plantations en bordure de champs, par exemple, en bordure de bâtiments, en bordure de cours d'eau, dans des sections de champs impropres à la culture. Donc, on est dans ce cas-là sur des terres privées qui ne sont pas forestières, mais sur lesquelles on pourrait réaliser des plantations. Dans ce cas-là, quand on est sur des terres agricoles, il est recommandé d'obtenir un avis favorable de la direction du MAPAC quand on fait une demande de projet suivant le règlement du gouvernement. Qui peut être promoteur d'un projet qui suivrait ce règlement et qui serait admissible au marché réglementé? Eh bien, tout propriétaire de terres privées, il n'y a pas de limite. Et les objectifs dans ce cas, c'est séquestrer du carbone. Là. On veut boiser pour séquestrer du carbone. Mais surtout, je dirais, la particularité de ce règlement par rapport à d'autres projets liés à de la plantation, c'est qu'on souhaite produire un effet refroidissant additionnel sur le climat en comparaison avec un site qui serait laissé tel quel. Puis, c'est ce qui rend un peu ce règlement complexe, c'est qu'il y a la notion d'effet refroidissant additionnel qui n'apparaît pas dans certains projets agrégés ou programmes de plantation du marché volontaire. C'est un peu ce qui fait la particularité de ce règlement et un peu sa controverse parce que c'est quand même un règlement qui fait appel à des notions assez complexes. L'approche classique, c'est qu'on réalise un projet selon une méthodologie, on mesure les quantités de CO2 qui sont séquestrées, puis un crédit, c'est 1 tonne de CO2 qui est retirée pendant 100 ans dans l'atmosphère. Excusez-moi, je regardais le temps. C'est bon, il nous reste une quinzaine de minutes pour arriver à 11h30 et c'est à peu près le temps qui me reste à vous présenter les dernières diapos. Le projet, le règlement du gouvernement du Québec, lui, il suit une approche nouvelle qui est qu'on va mesurer l'effet sur le climat de la quantité de CO2 qui est retirée de l'atmosphère. Et dans ce cas, un crédit, ce n'est pas 1 tonne de CO2, c'est le bénéfice climatique d'1 tonne de CO2 retirée pendant 100 ans. Vous allez peut-être être mêlés, puis même moi, je vous avoue que je ne maîtrise pas tout à fait ces notions, mais c'est quand même un élément important. Dans le cas de ce projet, des projets qui suivent le règlement, avec le principe du bénéfice climatique, vous allez voir, on peut demander la délivrance des crédits carbone n'importe quand et à n'importe quelle fréquence. On n'est pas obligé de maintenir notre plantation pendant la durée de 100 ans qui est recommandée quand on fait des projets de plantation. Là, vous avez l'exemple et vous allez comprendre pourquoi c'est possible. Là, à gauche, vous avez un schéma qui vous montre à l'année zéro, donc en 2020, 1 tonne de CO2 est retirée de l'atmosphère. On laisse cette tonne, qui est donc retirée de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'elle a été séquestrée dans un arbre. Si on veut retirer un crédit, on doit laisser cette tonne pendant 100 ans agir sur le climat. Quand la tonne est retirée de l'atmosphère, elle commence son bénéfice climatique, puis on veut que le bénéfice climatique il dure 100 ans. Donc, jusqu'en 2120. Et si on laisse la tonne pendant 100 ans faire son bénéfice climatique, on va être capable de retirer un crédit carbone. Que se passe-t-il si, mettons, on veut réaliser la récolte après 30 ans? On est dans ce cas-ci, là, on est sur le graphique de droite. Si la séquestration dure moins de 30 ans, ce que nous dit le règlement, c'est que ce n'est pas compliqué. On va vous donner le bénéfice climatique qui a été réalisé uniquement pendant 30 ans et pas pendant 100 ans. Donc, au lieu de retirer un crédit, eh bien, on va retirer 0,4 crédit, puisque finalement, le bénéfice climatique, c'est l'air de tout ce qui est en bleu. Donc, après 30 ans, on a 0,4, on a 40% de l'air qu'on aurait eu sur 100 ans. Donc, c'est comme ça que le règlement fonctionne. Et
L'objectif, c'est justement de donner une certaine souplesse aux promoteurs de projets pour ne pas les obliger à garder la plantation pendant 100 ans. Et l'objectif aussi, c'est que dans ce cas, ben, ce sont des crédits ex ante, puisque ce que l'on délivre, c'est le bénéfice climatique qui a été réellement réalisé. Donc, même si on est dans le cadre d'une plantation, on est capable d'avoir des crédits ex ante sur la base de réalisation de bénéfices climatiques réels et non pas projetés sur 100 ans. Par contre, je vous dirais que c'est ce qu'il en découle de tout ça, c'est que finalement, pour l'entreprise, c'est peut-être pas si rentable, c'est moins rentable en fait pour une entreprise parce que, voyez-vous, elle va juste avoir 0,4 crédit. La quantité de crédit qui va pouvoir être demandée en délivrance, ben, elle est moins importante que si on a un projet de plantation traditionnel où là, on fonctionne par tonne de CO2 séquestré. Donc, il y a un enjeu, les revenus des projets de plantation qui vont suivre ce règlement. Une des critiques qui avait été faite quand le règlement a été rendu accessible pour discussion auprès de consultations publiques, ça a été que les revenus qui vont pouvoir être retirés seront peut-être pas si intéressants pour les entreprises agricoles parce qu'ils seront moindres du fait qu'on a des crédits qui sont calculés sur la base d'un bénéfice climatique réel. Comme tout projet, il y a des coûts importants, puis ce sont ces coûts importants qui vont influencer la fréquence des demandes de délivrance. En théorie, on pourrait demander une demande de délivrance aux 5 ans, aux 10 ans, mais comme il y a des coûts associés à chaque demande de délivrance parce qu'on veut faire vérifier les crédits par un organisme tiers indépendant, ben, c'est ces coûts qui vont finalement influencer la fréquence de délivrance et du coup, on ne fera peut-être pas énormément de demandes de délivrance pour réduire les coûts. Étant donné que ce règlement est quand même assez complexe, qu'il y a des coûts importants, ben, le gouvernement recommande de faire partie d'agrégations. Donc, pour évidemment faire par une agrégation, on va être capable d'avoir une démarche qui sera moins lourde et moins coûteuse. Et puis, comme les opportunités de reboisement sont quand même assez limitées à l'échelle d'une entreprise agricole, ça va permettre de réduire les coûts. Deuxième projet de règlement qui est en préparation, c'est un règlement sur la biométhanisation des lisiers. Donc, pour les entreprises qui produisent du lisier, c'est important de rester vigilant. C'est le prochain règlement qui devrait sortir, mais actuellement, il est en préparation. C'est quelles sont un peu les bases de ce règlement sur la biométhanisation des lisiers? J'ai pris l'exemple de la coop Agri-Énergie de Warwick pour vous expliquer c'est quoi un complexe de biométhanisation. Ben, c'est un principe en fait où au lieu d'entreposer le lisier dans des fosses puis qu'il y ait des émissions de méthane, le traitement va être traité, le lisier va être traité. Donc, les fumiers vont être réceptionnés au niveau 1, là, dans le hangar numéro 1. Ensuite, il va être envoyé dans un digesteur anaérobique pour produire du biogaz. Le biogaz va être en 3. Le biogaz va être ici, excusez-moi. Donc, un biodigesteur qui produit du biogaz. Le biogaz, ensuite, est purifié pour produire du gaz naturel renouvelable en 3. Et ensuite, il est injecté dans le système de distribution. Dans ce cas-là, c'est énergie. Aux sorties du digesteur, oui, on produit du biogaz, mais on produit aussi du digestat qui va être entreposé dans 5 et qui ensuite va être épandu sur les champs du producteur qui a apporté le lisier. Donc, ce règlement sur la biométhanisation des lisiers, qui est accessible à toutes les entreprises agricoles ou les regroupements d'entreprises ou une tierce partie qui déciderait de prendre en charge les installations. Son objectif, c'est donc d'éviter les émissions de méthane qui sont liées pendant l'entreposage du lisier, puisque au lieu d'être entreposé dans des fosses, le lisier est pris et il est transformé. Et les émissions de méthane sont contrôlées puisqu'elles sont récupérées pour faire du biogaz. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que en produisant du gaz naturel renouvelable, ben, ce gaz sert de substitution à des combustibles fossiles comme du gaz naturel qui ne serait pas renouvelable, qui ne serait pas du biogaz. Donc,
un règlement comme ça, un processus de biométhanisation, ça a comme deux bénéfices. On réduit des émissions, on évite des émissions au moment de l'entreposage et on fait aussi de la substitution. Je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi quand on parle de réduction, d'évitement, de compensation, ben, un élément important, c'est une façon de réduire les émissions, c'est de ne pas utiliser des combustibles fossiles qui sont forts émetteurs. Donc, c'est d'utiliser des énergies renouvelables au lieu d'utiliser des combustibles fossiles émetteurs. Il y a un règlement sur l'amélioration des pratiques d'épandage des fertilisants agricoles qui est en préparation, mais je vous dirais, il est beaucoup moins avancé que le règlement sur la biométhanisation des lisiers. Actuellement, c'est l'étude de faisabilité qui est en cours. Donc, lui, il devrait arriver peut-être un petit peu plus tard. Mais ce sont globalement les deux règlements qui sont sur la table de travail du ministère de l'Environnement actuellement pour produire des règlements associés au marché réglementé. Marché volontaire. Alors, il y existe plusieurs projets agrégés, plusieurs programmes qui sont disponibles. Ils touchent principalement, en fait, surtout et exclusivement, actuellement, là, ce qui existe, ce qui est fonctionnel, ça ne concerne que des projets de boisement. Je vais vous en présenter 4. Carbone riverain, tout d'abord. Le programme, ça c'est un programme, un projet de compensation standardisé qui utilise une même pratique ou une même technique. Carbone riverain, il est géré par Arbre Évolution. Ce programme, il cible des propriétaires de la vallée du Saint-Laurent et du lac Saint-Jean. C'est une plantation exclusivement en bande riveraine avec un patron prédéfini. Donc, pour ça que je vous dis que c'est un programme parce que c'est un patron prédéfini. C'est un patron de plantation de 2 rangées au-delà du 3 mètres, après les 3 mètres de la ligne des hautes eaux, donc dans la partie qui est admissible à prime vert, et une plantation d'une rangée de peupliers hybrides et d'une rangée d'arbres à croissance plus lente, des feuillus, des résineux, avec de l'ensemencement entre les rangées. Donc, c'est un patron prédéfini, on est obligé d'adhérer à ce patron-là. Sont admissibles les entreprises agricoles qui sont enregistrées au MAPAC et qui sont admissibles à prime vert. Que doit faire l'engagement? Elle n'a aucun engagement financier. Toute la plantation, l'entretien est pris en charge par Arbre Évolution. Par contre, le producteur doit s'engager à mettre en place une servitude à perpétuité. C'est une des mesures qui ont été prises pour assurer la permanence des plantations. Que reçoit l'entreprise comme montant? Eh bien, elle reçoit une redevance agricole d'environ 22 000 $ l'hectare en fonction de la superficie qui est dédiée à la plantation. Donc, elle ne touche pas les crédits carbone. Les crédits carbone qui vont être générés vont être vendus, puis les produits de la vente vont servir à financer le programme. Mais à la plantation et peu de temps après, l'entreprise agricole reçoit une redevance. Donc, c'est ça qui est alloué à l'entreprise. Deuxième opportunité, c'est un projet agrégé qui s'appelle Carbone Boréal et qui est réalisé en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Les projets ont donc exclusivement lieu au lac Saint-Jean pour le moment. Il s'agit de plantations dans des friches ou dans des terres qui sont impropres à l'agriculture. Pour participer au projet, il faut être propriétaire d'une terre agricole, mais pas besoin d'être enregistré au MAPAC. Quels sont les engagements de l'entreprise? L'entreprise doit assumer tous les coûts liés à la plantation et à l'entretien. Elle doit aussi signer un contrat de 30 ans, qui va être renouvelable aux 30 ans, et elle doit accepter que la plantation reste sur pied pendant au moins 170 ans. C'est ce que régit ce contrat, en fait. Quels sont les montants alloués à l'entreprise? Actuellement, c'est 1 $ par arbre planté. Donc, on n'est pas du tout à la même échelle que Arbre Évolution, par exemple. Il faut savoir que Carbone Boréal, c'est un projet agrégé, mais qui est aussi à vocation de recherche. Donc, c'est pour ça qu'ils sont associés à l'Université du Québec à Chicoutimi et que tous les sites où ils réalisent des plantations, parce qu'ils n'en font pas que en milieu agricole, ils en font aussi. En fait, le gros du programme de Carbone Boréal, c'est des plantations en zone nordique, là, dans la taïga, au nord de la limite des arbres, ou dans la partie boréale.
Et ce sont des sites de recherche aussi. Donc, il y a tout un volet recherche qui est associé à ce projet, et ce qui fait qu'une partie, en fait, ce n'est pas des crédits carbone qui sont vendus chez Carbone Boréal, ce sont des dons de bienfaisance, et le montant des dons de bienfaisance est utilisé en partie pour rétribuer $1 par arbre, mais aussi pour financer des projets de recherche. Troisième opportunité pour les entreprises agricoles, compensation CO2 compensation CO2 Québec, qui est un projet agrégé et qui est géré par Aménagement forestier coopératif des Appalaches. Ce sont des projets qui se réalisent en Estrie, dans Chaudière-Appalaches et dans le centre du Québec pour le moment. Ce sont des plantations dans des friches, des bandes riveraines, des haies brise-vent. Il suffit d'être propriétaire d'une terre privée, pas besoin d'être producteur agricole. Quels sont les engagements de l'entreprise? L'entreprise doit participer aux coûts de plantation et d'entretien et doit signer une entente jusqu'à la maturité de la plantation, qui est un minimum de 50 ans. Donc, toujours cette mention-là, c'est pour assurer, pour donner des garanties de permanence du projet. Les montants alloués à l'entreprise, c'est uniquement la vente du bois. C'est-à-dire qu'après la fin du projet, le bois peut être récolté et à ce moment-là, les revenus de la vente vont à l'entreprise. Encore une fois, l'entreprise ne touche pas de montant associé à la vente des crédits carbone dans ce cas-là. Dernier projet, le projet forestier Écoterra. Écoterra, c'est une entreprise de Sherbrooke qui réalise des projets de compensation carbone beaucoup à l'international, et ils ont décidé de faire un projet de compensation au Québec qui s'appelle le projet forestier Pivot, qui est un projet agrégé. Le projet touche tout le Québec. Les projets de plantation peuvent avoir lieu dans tout le Québec. Ce sont des projets forestiers pivots qui ont 3 volets. Il y a tout d'abord un projet pour générer des crédits carbone. Il y a des projets de mise en conservation des boisés. Donc, suite à des projets de conservation, il y a émission de crédit carbone. Il y a des projets de gestion forestière améliorée, et il y a un volet aussi boisement de terres non forestières. Donc ça pourrait concerner des producteurs agricoles, mais actuellement, ce volet-là n'est pas encore opérationnel. Donc, je vous en parle quand même parce que peut-être que dans un futur proche ou moins proche, Écoterra va réaliser des projets dans ce 3e volet, mais actuellement, ce n'est pas possible. Alors, qui peut participer au projet agrégé, projet forestier pivot? Eh bien, il faut être propriétaire d'une terre privée. Quels sont les engagements de l'entreprise? L'entreprise doit payer des frais d'entrée pour participer au projet agrégé. Il y a aussi des coûts techniques annuels, et éventuellement, ils devront participer aussi, les entreprises, aux coûts partiels de plantation et d'entretien. L'autre engagement, c'est de participer à une convention, de signer une convention de participation qui lie l'entreprise au projet jusqu'en 2098. Quels sont les montants alloués à l'entreprise? Eh bien, dans le cas de projet forestier pivot, il y a 70% des revenus de la vente de crédits carbone qui reviennent à l'entreprise. Dans ce cas-là, il faut savoir que ce sont des crédits ex post, donc les crédits qui sont délivrés après la vérification des quantités de carbone réellement séquestrées. Puis actuellement, les montants de crédit carbone oscillent entre 15 et 35 $ pour les volets conservation de boisés et gestion forestière améliorée. En plus, l'entreprise dispose des revenus liés à la vente du bois. Donc, vous voyez, avec les 4 opportunités que je vous ai présentées actuellement du marché volontaire, on a des situations et des conditions qui sont quand même très variées. Les différents programmes ou projets ne concernent pas les mêmes régions. Les engagements financiers de l'entreprise sont aussi très variés, vont de aucun engagement chez Arbre Évolution à financement de toute la plantation et tout l'entretien. Les engagements par rapport au site sont différents. Là, des fois, on a une servitude à perpétuité. À d'autres reprises, on a un contrat 30 ans renouvelable. Donc, les engagements ne sont pas les mêmes. Et puis, les montants alloués à l'entreprise sont aussi très variés. Dans certains cas, on touche un pourcentage des crédits carbone qui sont vendus. Dans d'autres cas, c'est une redevance agricole unique, ou encore dans d'autres, on n'a aucune redevance
aucune participation crédit carbone, c'est uniquement les produits de la vente du bois. Donc, ça vaut la peine quand on fait le tour des projets ou des programmes disponibles de prendre en compte toutes ces situations. Évidemment aussi de vérifier la qualité des crédits carbone pour faire un choix éclairé, pour décider vers quel programme on se tourne ou pas. Il y a aussi des initiatives de biométhanisation qui sont en développement. Là, je vous ai parlé des projets de plantation. Actuellement, il n'y a rien de concret. Là, il n'y aurait pas de programme ou de projet existant auquel vous pourriez participer, mais il y a des démarches qui sont en cours dans certaines régions du Québec. Donc, dans ce contexte, je vous proposerai d'être vraiment vigilant puis de vous tenir à l'écoute des opportunités qui vont peut-être voir le jour déjà en 2023. En conclusion, donc il me reste, si je regarde le temps, ouais, je vais essayer d'aller vite. C'est vraiment un wrap-up. Les marchés du carbone. Vous avez vu, c'est la solution marchande au défi de la lutte contre les changements climatiques. Les marchés sont accessibles aux entreprises agricoles par la réalisation de projets de compensation carbone et par la vente de crédits carbone. Les gains financiers qui sont obtenus par la vente des crédits carbone peuvent constituer des incitatifs pour financer des mesures de réduction et d'absorption des GES. Donc, c'est vraiment l'objectif des crédits. Mais attention, lorsqu'une entreprise vend des crédits qu'elle a générés, elle n'en est plus propriétaire. Donc, à ce moment-là, elle ne peut pas les comptabiliser dans ses propres réductions ou dans son propre bilan si elle vise la carboneutralité. Ça, c'est vraiment essentiel. Le marché volontaire, il est en pleine croissance. On a déjà 4 opportunités pour des projets de boisement. Restez vigilants. Il y a des nouvelles opportunités qui vont sûrement voir le jour à court terme. Donc, le panier de possibilités va augmenter dans le temps. À l'échelle mondiale, ça touche une variété d'activités. Actuellement, c'est le principal moyen pour les entreprises agricoles du Québec de vendre des crédits carbone, mais la rigueur est variable, donc il faut bien choisir son programme ou son projet agrégé. C'est important. Le marché réglementé, il touche des activités qui sont ciblées par le gouvernement. Actuellement, il y a une seule opportunité, c'est le règlement visant la séquestration du carbone par boisement ou reboisement sur des terres agricoles. Mais il y a des règlements en développement, la biométhanisation, les pratiques d'épandage. Donc, encore une fois, restez alerte, il pourrait y avoir du nouveau. Et important, aucune compatibilité entre les crédits carbone du marché réglementé et du marché volontaire. La démarche compensatoire, c'est long, c'est coûteux, ça demande de l'expertise. Souvent, les coûts sont élevés, donc la principale limite, c'est la faisabilité financière, ce qui fait que la porte d'entrée, c'est vraiment de s'associer à un programme ou à un projet agrégé. Il faut privilégier les programmes et les projets qui offrent des garanties de fiabilité parce qu'on a vu que dans le marché volontaire, il y a toutes sortes de possibilités, de méthodologies, puis qu'elles n'ont pas toutes la même qualité. Et là, je répète, je martèle, mais c'est vraiment essentiel. Il faut, pour qu'un crédit soit fiable, qu'il soit réel et mesurable, qu'il soit additionnel, qu'il soit unique, qu'il soit permanent et qu'il soit vérifiable et transparent. Donc, quand vous vous engagez dans une démarche compensatoire, il faut vraiment avoir ces 5 critères dans la visée. Il faut vraiment s'assurer qu'ils sont remplis. Et ça fait le tour. Voici la dernière diapo. Vous avez le code QR ici. Là, si vous appliquez votre téléphone, vous allez tomber sur la page web du CERFO où les 2 TechNotes sont déjà disponibles, les 2 premières TechNotes. La 3e va suivre. Et j'ouvrirai à ce moment-là la période de questions sur tout ce que je viens de vous présenter. Il est un petit peu plus tard que je pensais, il est 39. Moi, je peux rester après midi. S'il y a des gens qui ont encore des questions après midi, on peut étendre la période des questions un petit peu après midi sans problème. Et je vais laisser mon collègue Victor gérer les mains levées et les questions qui ont été écrites sur le chat. Oui. On va peut-être commencer. Il n'y a pas eu de questions en tant que telles, mais il y a eu quelques commentaires. Il y en a d'ailleurs un qui a été fait là, par 2 personnes, qui est un peu plus une mise au point par rapport au protocole du gouvernement qui est ex post et non ex ante, puisqu'il récompense l'effet sur le climat une fois qu'il a été réalisé.
J'ai mis ex ante sur la diapo? Je pense que ouais, c'était peut-être juste une petite faute OK. de C'est une faute, effectivement. J'arrêtais pas de dire que c'était sur la réalisation de l'effet climatique. C'est une erreur de ma part. Oui, très bonne précision, là, parce que j'ai dû mêler du monde à ce moment-là. Ce sont des crédits ex post, effectivement. Puis, sinon, il y avait une autre petite mise au point qui avait été mentionnée dans le cadre du programme réglementé du marché Québec-Californie, dans le cas d'un projet de boisement en milieu agricole. Un promoteur doit avoir un avis positif du MAPAC pour être admissible à la délivrance de crédits compensatoires. Oui, il faut demander une autorisation, effectivement. Puis, sinon, on a eu un commentaire. Tu as abordé un peu la question, mais bon, tu pourras peut-être y réagir. Une personne qui nous dit de faire attention. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment qui entourent la proclamation de la carboneutralité. Les projets ex ante ne permettent pas la carboneutralité puisqu'il y a un délai important dans le temps entre les émissions et la séquestration. Puis aussi, les marchés volontaires présentent une grande variabilité dans la qualité des projets. Il faut donc être très vigilant dans l'utilisation de la carboneutralité. Tout à fait. Bon point. Sinon, on a une question qui vient d'apparaître. De Annie, est-ce qu'une entreprise qui a déjà implanté des brise-vents peut demander des crédits ex post ou si elle doit préalablement s'inscrire? Est-ce que c'est dans le cadre du nouveau règlement du gouvernement ou c'est dans le cadre de projets sur le marché volontaire? Parce que dans le cadre du règlement du gouvernement, il considère les plantations hâtives. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des plantations qui ont eu lieu à partir de 1900, je crois que c'est 1990. Et ces plantations pourraient être comptabilisées et pourraient être considérées dans la demande de délivrance de crédit carbone. Il y a des nuances parce que le bénéfice climatique, lui, ne serait comptabilisé qu'à partir de 2007 de ces plantations. Donc, on peut aller chercher des plantations plantées après 90, mais la quantité de crédit qui serait admissible serait calculée uniquement à partir de 2007. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut inclure des plantations plus anciennes. Dans le cas du marché volontaire, des différents programmes qui sont proposés, là, les 4 programmes ou projets agrégés que j'ai présentés, en fait, ils sont ex ante, donc ça ne se présente pas. Je ne sais pas si je réponds comme il faut à la question. Oui, merci. Pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si n'en pas. S'il y en a d'autres, sinon, il y en a une qui vient d'apparaître encore d'Annie. Dans le modèle de carbone riverain, il y a des peupliers hybrides. Est-ce qu'on peut demander le crédit sur 100 ans quand même? Eh, bonne question. En fait, ils vont laisser les arbres sur pied, je crois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Carbone Riverain qui est là, mais il y a une servitude de conservation. Donc, ils vont laisser les arbres sur pied, ce qui fait que oui, les peupliers, à un moment donné, il va y avoir de la mortalité. Mais j'imagine que ça a été considéré dans le calcul des quantités de carbone séquestrées qui sont admissibles en crédit carbone. Peux-tu redire la question, s'il te plaît, Victor? Tu as quand même bien répondu. C'était dans le modèle de carbone riverain. Il y a des peupliers hybrides. Est-ce qu'on peut demander le crédit sur 100 ans? Oui, c'est ça. Ils demandent le crédit sur toute la durée, mais ils ont dû considérer dans leur calcul que le peuplier hybride, à partir de 50 ans, il allait sûrement plus être une source d'émission par la décomposition suite à la mortalité qu'une source il va être une source et non pas un puits de carbone finalement. Là. Comment est considérée la subvention du MAPAC prime vert dans tout ce calcul? Dans le calcul de carbone riverain? Non, plus général. Plus général? En fait, de mémoire, il y a juste Carbone Riverain qui exige que les producteurs soient enregistrés au MAPAC parce que
encore une fois, là, je spécule un peu, mais parce que je pense, en fait, je suis pas mal sûre que Arbre Évolution fait une demande, accompagne le producteur pour qu'il fasse une demande prime vert. Puis l'argent de prime vert permet de payer une partie des frais de plantation. Ça serait à vérifier avec les gens de Arbre Évolution, mais c'est ce que j'avais compris quand je les avais contactés. Donc, en fait, les plantations qui ont lieu avec Carbone Riverain, oui, il y a une demande prime vert qui est faite, mais comme tous les coûts sont payés, j'ai dit l'entreprise agricole n'a aucun coût à défrayer, ça veut dire que finalement, prime vert est utilisé pour payer une partie des coûts et le programme Carbone Riverain compense pour la partie qui n'est pas payée par… en fait, c'est ça. Ça veut dire que le producteur fait une demande prime vert, une partie des coûts de plantation est remboursée par prime vert, puis la partie qui n'est pas remboursée par prime vert est payée par le programme Carbone Riverain parce que le producteur, finalement, il n'a rien à payer. Dans le cas des autres programmes, tu n'es pas obligé d'être producteur agricole. Donc, moi, je pense que si l'entreprise fait une demande prime vert, par exemple, dans le cas de le programme avec Chaudière-Appalaches, avec le groupement Appalaches, ils doivent défrayer une partie des coûts de plantation. Mais ça veut dire que si le producteur va chercher une subvention prime vert, ça fera ça de moins à défrayer parce qu'il n'y a pas d'exigence qui soit… que ce soit une entreprise agricole enregistrée au MAPAC. Donc, ils ne comptent pas sur prime vert. Ce n'est pas prévu que l'entreprise touche prime vert. Donc, c'est comme un bonus si l'entreprise fait une demande à prime vert. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pareil pour le règlement, le règlement du marché réglementé, le règlement sur le boisement-reboisement, il faut être propriétaire privé. Tu n'es pas obligé d'être propriétaire agricole. Donc, une entreprise agricole qui ferait un projet compensatoire sur le marché réglementé avec le nouveau règlement, elle pourrait faire une demande prime vert et toucher la subvention prime vert pour réduire ses coûts de plantation. Par contre, là, il faut voir, il faut que le projet de plantation réponde aux exigences du règlement et aux exigences de prime vert. Et c'est peut-être là qu'il y aura un écart. Si les exigences de prime vert ne sont pas compatibles avec celles du règlement, c'est à voir. Mais je vous invite à… Là, vous avez sur les fiches techniques, il y a vraiment dans la deuxième fiche la description des différents programmes et projets agrégés. Et il y a même une annexe où vous avez plusieurs pages qui passent en revue la description de ces programmes et ces projets. L'idée, c'est qu'on voulait rester objectif, on ne voulait pas coter, montrer les forces et les faiblesses de chaque projet, mais on voulait mettre le plus d'informations pour que vous soyez capable de faire votre propre analyse sur la rigueur du programme et la fiabilité. Donc, vous avez toutes les informations sur les fonds de réserve, sur les enjeux de permanence. Donc, je vous invite à consulter l'annexe qui n'apparaît pas sur la… Je n'ai pas mis l'illustration de l'annexe, mais elle est sur le site web du CERFO. Je vous invite à aller consulter ces documents, dont l'annexe qui est quand même très détaillée. Puis vous avez les coordonnées des responsables aussi. Donc, vous pouvez les contacter si vous avez des questions, si vous pensez que ça peut être intéressant pour une entreprise agricole, vous comme producteur ou un de vos clients comme conseiller. Vraiment, je vous invite à consulter la fiche, puis après, si vous avez encore des questionnements, consultez les responsables de programme ou de projet pour avoir plus d'informations parce que je ne veux pas non plus vous induire en erreur sur certains éléments. Là, moi, je suis juste un intermédiaire. Je me demande aussi si la présentation va être sur le site du CERFO. Oui, c'est une bonne idée. On va la mettre, puis on va mettre aussi, on pourrait mettre le fichier enregistré. Oui. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions, je pense. En tout cas, pas pour le moment. Parfait. Puis, on est dans les temps. Il est quelle heure? 50, en tout cas. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que je ne vous ai pas trop abasourdi de beaucoup de contenu, beaucoup d'informations.
Mais comme je vous le disais en introduction, les fiches techniques reprennent toute cette information, donc n'hésitez pas à aller les consulter et à les faire circuler aussi. Si vous êtes conseiller agricole, elles sont techniques, mais vous avez peut-être des clients, des entreprises agricoles qui sont intéressés à en savoir plus, intéressés sur le sujet. Donc, elles sont là pour circuler le plus possible. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre participation, de votre intérêt. Et en tout cas, j'espère qu'on va voir dans le futur des projets de compensation carbone. On va voir le jour au Québec de plusieurs projets de compensation carbone. Il y a quand même de belles opportunités sur notre milieu. Merci à tous et bonne journée, bon après-midi. Merci. Merci.